Certains rêves sont si audacieux qu'ils semblent impossibles aux yeux de tous. Et pourtant, le cinéma regorge d'exemples où ces rêves impossibles sont devenus réalité. Des films qui ont marqué l'histoire à tout jamais, des projets tellement fous, tellement en avance, tellement déconnectés de leur époque que personne n'était prêt à parier dessus avant qu'ils ne sortent. Et pourtant, ils finissent par changer le cinéma. On pense à Star Wars qui a révolutionné la science-fiction et le marketing autour des films, créant un univers si riche que plusieurs générations y ont grandi. Une saga dont presque personne ne croyait et qui a finalement transformé le cinéma. Ou on pourrait citer aussi Le Magicien d'Oz qui, dès 1939, a émerveillé le public en étant le premier film en couleur. Et bien Avatar fait partie de ces films-là. Pour beaucoup, Avatar ce sont des gens bleus, des forêts fluorescentes et une histoire d'amour sur une planète lointaine, mais si tu t'arrêtes là, tu passes complètement à côté de ce que ce film représente vraiment. Avatar c'est l'histoire d'un rêve trop grand pour les années 90, l'histoire d'un réalisateur qui décide d'écrire un film que personne sur Terre ne sait comment réaliser, un film qui demande des effets spéciaux qui n'existent pas, des caméras qui n'existent pas, des logiciels qui n'existent pas, et même une langue qui n'existe pas. Un film que les studios ont regardé et auquel ils ont répondu « impossible ». Et pourtant, derrière ce refus, derrière ces années de doute, derrière les échecs, les moqueries, les retards, les blocages, se cache une aventure humaine, artistique et mentale presque irréelle qui va exploser le box-office et devenir le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment un rêve jugé impossible a fini par devenir réalité, comment James Cameron a défié toutes les limites du cinéma pour créer un monde que personne n'avait jamais vu, un pari fou qui demande une certaine dose de folie, de courage et d'audace, car chaque étape du projet semblait dépasser les limites. A l'occasion de la sortie d'Avatar 3, il est temps de replonger dans la saga qui a marqué le 21e siècle. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et mettre un like, on débute sur YouTube, alors ça nous aide beaucoup. Allez, c'est parti. Pour commencer à trouver les premières traces d'Avatar, il faut remonter 30 ans en arrière. L'idée va émerger en 1994 dans la tête d'un réalisateur pas très connu, un certain James Cameron. Bon, c'est faux, il était déjà très connu dans son milieu, Terminator, Alien, Point Break, et l'idée de Pandora va même naître avant ce qui sera son plus gros succès avec Avatar, un film un peu obscur où on suit un certain Jack sur un paquebot qui coule, c'est bien sûr Titanic. Et au moment où James a l'idée d'Avatar, Titanic n'existe pas encore. Et il va écrire au passage un scénario de 80 pages écrit en 2 semaines. Il voit déjà tout dans sa tête, les montagnes flottantes, les forêts luminescentes, les navis, ces personnages de 3 mètres de haut qui ressemblent exactement à ce qu'il avait imaginé au début. Cameron ne fait pas que rêver, il planifie, il imagine la technologie qu'il faudrait inventer pour rendre cet univers crédible à l'écran, parce qu'à l'époque, rien de ce qu'il voulait faire n'existe encore. Les caméras de capture de mouvement, ces fameuses caméras qui capturent les traits du visage, les émotions, etc., elles sont pas du tout au point, les effets spéciaux pour créer un monde entièrement numérique trop coûteux ou trop limité. Pourtant, il persiste et il continue de dessiner et de détailler les créatures, la faune, la flore et surtout il construit l'histoire. Un récit qui mêle exploration, conflit et conscience écologique avec des personnages capables de faire vibrer le spectateur. Mais lorsqu'il sort son idée, personne ne le suit. Hollywood n'y croit pas une seule seconde, trop surréaliste et le public n'aurait pas bien accueilli ce film. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y a pas de bons exemples de films en images de synthèse qui ont relativement bien marché. Enfin, comment dire, si je vous montre par exemple le film Johnny Mnemonic, avec Keanu Reeves sorti en 1995, vous aurez peut-être dit la même chose, mais t'es complètement taré, James. The goods, Ralphie. Now I just want to get them out of my head. Now, in a future, We locked on him. where those who control the information control the world. Donc vu les effets spéciaux, des extraterrestres bleus sur une planète avec des îles flottantes, à première vue ça a pas l'air d'être une très bonne idée. Enfin, c'est comme si Cameron décidait en 2025 de réaliser un film entièrement créé par intelligence artificielle, pas sûr que tout le monde soit fan. Mais James Cameron reste persuadé que c'est une bonne idée. Après avoir terminé Titanic, il estime que le projet coûtera 100 millions de dollars et une société d'effets spéciaux rejoint le projet. La production est supposée démarrer au cours de l'été 1997 pour une sortie en 1999. Mais lorsqu'il voit le résultat de Final Fantasy, les créatures de l'esprit, entièrement réalisé en images de synthèse, qui, comment dire, est très loin de ce qu'imagine James encore une fois. Il se rend très vite à l'évidence, il ne peut pas faire son film, ou il n'arrivera pas à retransmettre ce qu'il souhaite. Car oui, il veut des décors réalistes et des personnages avec des vraies émotions capables de faire pleurer le public. À l'époque, à part mettre des dinosaures en arrière-plan qui est déjà une prouesse, on est d'accord, on est très loin de ce que veut faire James. Enfin, si on veut que ça marche, il faudrait tout réinventer. Eh bien, c'est ce qu'il va faire.
Pendant 10 ans, l'obsession va commencer. 10 ans où Avatar va vivre uniquement dans sa tête. Cameron passe ses journées à imaginer Pandora dans les moindres détails, les Na'vi, le comportement des créatures, la bioluminescence des forêts, la façon dont les montagnes flottent. Il note des centaines de pages de concepts, de croquis, de cartes, de diagrammes. On peut d'ailleurs retrouver nombreux de ces croquis encore aujourd'hui. Son objectif est de créer un univers ultra cohérent pour que le spectateur puisse se projeter le plus possible dans l'univers. Bon, pendant ce temps, il continue ses autres projets, il se plonge dans ses fameux documentaires sur les fonds marins, en explorant l'océan profond avec ses caméras spéciales, et ses expéditions ne sont pas anodines, elles sont une véritable extension de sa préparation pour Avatar. Il étudie, il analyse, il prend des notes sur la façon dont un monde vivant et cohérent fonctionne pour créer une immersion totale, les mouvements fluides de l'eau, la lumière filtrée à travers les profondeurs, les créatures étranges et luminescentes qu'il observe deviennent autant de références. Pandora ne sera pas juste un décor, ce sera un écosystème vivant, crédible dans les moindres détails. Il le sait, il tient le film qui, lorsqu'il aura les moyens, va faire trembler Hollywood. En 2001, un film va bouleverser un peu le monde des effets spéciaux. James assiste à la projection du premier Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Et là, il prend une vraie claque. Peter Jackson, le réalisateur, a réussi à rendre un univers entièrement fictif, vivant et crédible, grâce à des effets spéciaux, des décors détaillés. Mais il y a un détail qui va vraiment le frapper. Gollum. He will never be rid of his need to fight. He hates and loves the ring, as he hates and loves before this is over. Enfin, il a ressenti des émotions en regardant son visage, ses mouvements. C'est un moment clé, il réalise que la technologie commence enfin à pouvoir suivre sa vision, il comprend que désormais il est possible de créer des personnages 100% numériques capables d'émouvoir le spectateur, et que si cette technique fonctionne pour un personnage, pourquoi pas pour un peuple entier. Go away! I hate you. I hate you. Il va alors passer la seconde avec Avatar, on verra aussi le film King Kong et Pirates des Caraïbes confirmer ses hypothèses. On est en juin 2005 et la 20th Century Fox avance 10 millions de dollars à James pour qu'il puisse réaliser un clip court sur ce que ça pourrait donner. Au début, le film ne s'appelle pas Avatar mais Project 880. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais le résultat est là. James Cameron va enfin pouvoir réaliser son chef-d'œuvre, mais Hollywood, eux, ne sont pas encore convaincus et vont donner du fil à retordre à James Cameron. En janvier 2006, James commence le développement de son film. Il peaufine les moindres détails de l'univers dans son script, et va alors même commencer à développer une langue propre aux Na'vi, ouais, une vraie langue qu'on peut parler et qu'on peut aussi apprendre. Il engage un linguiste, Paul Frommer, pour transformer les quelques mots initialement inventés en une vraie langue, la langue Na'vi. Frommer élabore la phonétique, la grammaire, le vocabulaire, inspiré d'ailleurs des consonances d'un peuple éthiopien et de la langue des Maoris en Nouvelle-Zélande. La langue Na'vi possède un vocabulaire d'environ 1000 mots, dont une trentaine qui sont ajoutés par Cameron. Il faut savoir que cette langue est vraiment utilisable, tu peux même l'apprendre sur internet. Mais les galères n'ont toujours pas commencé. Le financement du projet est loin d'être acquis. En 2006, Fox hésite énormément. L'expérience de dépassement des coûts du Titanic plane encore, et le studio redoute que Cameron ne reproduise les mêmes excès. Face à ce refus, Cameron et le producteur John Lando partent à la recherche d'autres sources de financement. Ils présentent une preuve de concept à Disney, tout en renégociant avec Fox. Une autre société de production, Ingenious Media, va s'engager aussi dans le projet. L'exposition au budget de la Fox est donc réduite de moitié, et les deux sociétés de production se partagent la majorité du budget, qui est d'environ 237 millions de dollars. Pendant cette phase tendue, Cameron prend des mesures fortes pour rassurer tout le monde. Il propose de réduire son propre salaire en cas d'échec et installe un feu tricolore à côté du bureau de Lando, bloqué sur orange, un signal symbolique de la situation précaire du projet. Malgré ces tensions, Cameron continue de préciser sa vision. En décembre 2006, il décrit Avatar comme une aventure de jungle futuriste, située 200 ans dans le futur, avec une dimension écologique, ce qui est relativement rare à l'époque, je vous rappelle qu'on est en 2006, et une dimension mythique. Il veut donc un film écologique certes, mais qui reste une histoire épique et un peuple indigène menacé. Une histoire finalement pas si éloignée de notre planète.
Mais James veut pousser le réalisme à fond. Il va alors concevoir un système de caméra stéréoscopique, c'est-à-dire qui imite la vision humaine pour que les plans, notamment en 3D, soient parfaits. Et pour les performances des navis, il met au point ce qu'on appelle des skull caps, des genres de casques moulés sur la tête des acteurs avec des mini-caméras qui enregistrent chaque micro-expression, chaque mouvement facial afin de transférer l'intégralité de l'émotion. What is this? I fell in love with the forest, and with the Kaya people, with you. With you. With you. I trusted you. Trust me now, please. Gaza, you not be your happy. You will never be one of the people. Maintenant que d'un point de vue technique tout est réglé, il arrive l'heure du tournage. Cameron et son équipe prennent la décision de tourner une grande partie en studio, parce qu'en réalité, une grande part du film, environ 70% des images est faite en images de synthèse, et beaucoup de la capture de mouvement se déroule dans les environnements contrôlés en studio plutôt qu'en décor naturel. Ça permet de mieux maîtriser les conditions, la lumière, le mouvement des acteurs. Et Cameron va aller très loin. Les conceptions des plantes et de la faune de Pandora sont aussi très poussées. Cameron collabore avec des botanistes pour comprendre comment les plantes communiquent, comment elles réagissent à leur environnement. Ces échanges nourrissent la façon dont les organismes de Pandora sont conçus. Cameron veut que la flore soit crédible, qu'elle respire, qu'elle soit en interaction constante. La route vers la production n'était pas sans tension, tandis que les financements s'ajustent, Cameron doit composer avec les studios qui doutent, les coûts élevés et la part de risque gigantesque. Au cœur de tout ça, il reste focalisé. Pour lui, Avatar n'est pas un simple blockbuster, c'est une vision globale, un monde cohérent, vivant avec des personnages crédibles, même s'ils sont bleus. Le tournage principal d'Avatar débute officiellement en avril 2007, mais ce tournage ne ressemble à rien de ce qu'Hollywood connaît. James Cameron ne tourne pas un film, il fabrique une nouvelle manière de faire du cinéma. Dès le premier jour, les acteurs se retrouvent dans un immense hangar, transformé en ce qu'on appelle un volume. C'est en gros un immense espace de capture de mouvement, les murs bardés de caméras infrarouges, et les acteurs portent des combinaisons moulantes avec des marqueurs partout sur le corps. Il n'y a pas d'armes, pas de créatures, pas de forêt luxuriante. Cameron leur demande d'imaginer chaque élément. Pas si facile que ça, surtout en 2007 où beaucoup d'acteurs sont habitués à autre chose. Zoé Saldana racontera d'ailleurs que Cameron voulait qu'elle pense comme quelqu'un qui a grandi dans un arbre. Et bien sûr, pendant le tournage, Cameron utilise sa fameuse simulcam. Il faut savoir qu'avant Avatar, les effets 3D étaient développés après le tournage. Pour James Cameron, c'est impossible, il faut qu'il puisse voir au moins à quoi ça ressemble dans les grandes lignes. Il demande alors aux ingénieurs de créer un système permettant de voir les personnages navis et les décors virtuels en temps réel. Ils vont alors créer un univers 3D qui ressemble de très loin aux scènes finales, mais qui permettent de se projeter. C'est la naissance de la simulcam. Cameron peut alors déjà voir à quoi ça ressemble, c'est une vraie révolution qui sera reprise ensuite dans Avatar 2, mais aussi The Mandalorian ou dans les films Marvel. Fin 2007, Weta Digital, la société qui s'occupe des effets spéciaux, envoie la première version des navis. Le but, montrer à la Fox les interactions entre les personnages et les émotions sur le visage. Fine. You love your little forest friends. So why not just let them kill my ass? What's the thinking? Why safe? Yes. Why save? Quand les cadres de la Fox voient l'émotion parfaite lisible dans un visage entièrement numérique, ils comprennent que Cameron a gagné son pari. Et pourtant, on est quand même encore très loin du résultat final. But stupid! Ignorant like child. But stupid. Ignorant like a child. Même si Fox a enfin accepté le financement final, le tournage reste un casse-tête financier. La capture de mouvement coûte cher, les technologies font grimper le budget et les retards apparaissent. À plusieurs reprises, Fox craint toujours que ça devienne un nouveau Titanic, mais cette fois, une partie des coûts est couverte par Ingenious Media, qui prend un risque énorme sur un film dont même le design est difficile à expliquer. Mais Cameron assume tout. Oui, c'est cher, mais je fais le film que vous allez utiliser comme référence pendant 20 ans.
Les acteurs sont d'ailleurs unanimes, Avatar a été l'un des tournages les plus fatigants de leur carrière. Le casque serre la tête, les capteurs démangent, la chaleur du volume est étouffante. Sigourney Weaver a déclaré qu'il fallait oublier tout ce qu'on savait, nous devions réapprendre à jouer dans un environnement que nous ne voyons pas, c'était presque comme redevenir débutante. Le tournage en capture de mouvement prend quasiment 14 mois, mais James Cameron le sait, le plus dur reste encore à faire. Le plus dur reste encore à faire. La post-production d'Avatar est un chantier pharaonique. Pandora doit désormais exister et pour ça Cameron s'appuie sur les équipes de Weta Digital en Nouvelle-Zélande, celles qui ont d'ailleurs créé Gollum et les armées du Seigneur des Anneaux. Weta Digital découvre très vite l'ampleur du projet. Chaque plan de Pandora est saturé de vie, lumière, brume, particules, plantes bioluminescentes, arbres, feuilles qui bougent, cheveux, ombres. Résultat, jusqu'à 47 000 éléments dans une image. Il faut aussi des heures et parfois des jours de calcul pour un seul plan. À tel point que Weta mobilise 900 personnes et plus de 4000 ordinateurs H24 pour faire tourner le film. Les serveurs chauffent tellement que les ingénieurs doivent installer une climatisation dédiée même en plein hiver. Sans ça, les machines auraient littéralement fondu. Et d'ailleurs, on pourrait croire que le plus dur c'est les paysages ou les créatures, mais en fait non. Le pire ce sont les cheveux. Les longs cheveux tressés avec des dizaines de mèches posent un problème technique gigantesque. Chaque mèche bouge de manière indépendante, réagit au vent, à la gravité, au mouvement et aux objets dans l'environnement. Un ingénieur de Weta dira même que faire bouger les cheveux de Neytiri coûtait parfois plus cher en calcul que tout le reste du plan. Bon, je pense que vous avez compris que James Cameron a mis la barre très haute et a réussi à coordonner tout ça en même temps, les effets spéciaux, le tournage, et faire marcher toutes les innovations qui vont avec. À peu près 2 ans et demi après le début du tournage, James Cameron a réussi son pari, le film est prêt. Nous sommes en 2009, ça fait près de 15 ans que James Cameron porte Avatar dans sa tête, 3 ans que les studios sont terrifiés par son budget, et la planète entière ne comprend pas vraiment ce qu'il veut faire. Parce qu'avant la sortie, Avatar n'a aucune hype. Aucune franchise, aucun personnage connu, aucun acteur reconnu, juste un film de science-fiction où les gens sont bleus, certains diront même que les persos ressemblent à Jar Jar Binks, ou même les Schtroumpfs. Mais la bande-annonce sort, et là le monde se rend enfin compte de la masterclass. Elle devient la plus visionnée sur le site d'Apple, 4 millions de vues en une journée. Je rappelle qu'on est en 2009, 4 millions de vues c'est déjà énorme. Et le 17 décembre 2009, Avatar sort enfin dans les salles. Plus de 14 000 salles vont projeter le film dans le monde, et aux États-Unis, 90% des gens vont le voir en 3D. Le phénomène dépasse rapidement la simple curiosité, les files d'attente s'allongent devant la salle, certains spectateurs reviennent plusieurs fois, fascinés par la beauté visuelle et la minutie de chaque détail. Les critiques saluent unanimement cette prouesse technique. Roger Ebert, légende de la critique américaine, écrit « Extraordinaire, rappelle la sensation de voir Star Wars en 1977 ». Je sais pas si on peut trouver un meilleur compliment que celui-là. Moins de 10 semaines après sa sortie, le 25 janvier 2010, Avatar dépasse Titanic et devient officiellement le film le plus rentable de tous les temps. C'est un tsunami mondial, Avatar termine sa course à presque 3 milliards de dollars de recettes, dépassant Titanic de 800 millions de dollars et reste toujours un record pour le monde du cinéma. En 2010 aux Oscars, il gagnera le prix du meilleur décor, des meilleurs effets visuels, heureusement, et de la meilleure direction artistique. Mais pas de meilleur réalisateur ni de meilleur film. Toute l'équipe d'Avatar est au sommet du cinéma mondial, et comme l'avait prévu James Cameron, si Avatar était un succès, une saga aurait lieu, avec 2 autres films, et c'est ce qui va se passer. En 2022, Avatar 2 sort, 13 ans après le premier. 13 ans. À la base prévu pour 2015, il va y avoir de nombreux retards dans l'écriture et le développement du film, et c'est compréhensible car James Cameron a encore décidé d'innover. Et cette fois-ci, c'est dans l'eau que ça se passe. Dans Avatar 1, il y a très peu de scènes dans l'eau, mis à part quelques exceptions, mais en tout cas il n'y a pas de motion capture sous l'eau, et pour la première fois un long métrage va utiliser la technologie de la capture de mouvement sous l'eau, une technologie qui n'existait tout simplement pas. Il a fallu donc tout repenser encore une fois, la physique 3D, et aussi adapter toutes les technologies pour qu'elles fonctionnent dans l'eau. Ils ont donc créé des systèmes capables de filmer des acteurs en performance capture dans un immense bassin spécialement conçu, mais les acteurs ont dû aussi apprendre à jouer sous l'eau, à nager, se déplacer, et à rester expressifs dans un environnement totalement immergé. Et d'ailleurs c'est Kate Winslet qui a battu le record en apnée avec 7 minutes et 14 secondes immergée dans l'eau. C'est un record sur un tournage. Un défi aussi physique car toutes les scènes de combat ont été tournées directement dans l'eau. Tous ces détails font que le film a pris pas mal de retard et la cerise sur le gâteau, c'est bien sûr le Covid-19. Le film sort donc en 2022.
Avatar est un monument du cinéma, porté par l'ambition et la persévérance hors du commun de James Cameron. Il a passé des décennies à imaginer Pandora, à peaufiner ses moindres détails et à repousser les limites de la technologie pour que ce monde devienne réel aux yeux du spectateur. Ce film prouve que pour marquer les esprits, il faut de l'audace, une audace que peu de réalisateurs osent déployer à cette échelle. Et c'est pas fini, car 16 ans après Avatar, le 17 décembre 2025, Avatar 3 La Voix du Feu est sorti. Et c'est le dernier qu'avait prévu à la base Cameron. Il a fait le vert la nature, le bleu la voix de l'eau, et enfin le rouge Avatar de feu et de cendre, les 3 couleurs primaires. Cameron aime repousser sans arrêt les limites, alors à voir s'il sera aussi marquant. Avec l'évolution des technologies, le rendu risque d'être bluffant. Il dit avoir mis la barre très haute sur les émotions et les détails, mais attention, d'après lui, aucune IA n'a été utilisée. Reste plus qu'à voir si Avatar 3 va réussir à sortir son épingle du jeu, à vous d'en juger. Je pense que le message qu'on pourrait retenir de cette vidéo, c'est que tous ceux qui accomplissent de grands projets ont quelque chose en commun, ils s'accrochent à leurs ambitions quoi qu'il arrive. Celui qui tente réussit parfois, celui qui n'essaie jamais échoue toujours. James Cameron en est un parfait exemple, il a passé des décennies à développer son projet, à repousser les limites et à affronter les scepticismes. Son audace et sa persévérance ont transformé un rêve presque irréalisable en un des plus grands phénomènes du cinéma. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésite pas à nous dire ce que t'en penses en commentaire, à mettre un like et à t'abonner si ça t'a plu. On arrive bientôt avec de nombreuses vidéos dans le même genre et de reportages, alors si tu veux rien manquer, n'hésite pas à t'abonner, ça nous aide aussi beaucoup. Allez, à la prochaine!